va commencer un peu par une pratique qui est la mienne, qui est celle d'une pratique de formateur et de coordonnateur de formation, et plus particulièrement sur le dispositif des tuteurs. Donc je vais vous présenter un exemple de formation en alternance pour les tuteurs eux-mêmes. Donc partons d'abord du constat qu'on a dû tous faire, enfin en tout cas de ce qui est devenu pour nous obligatoire. Depuis 2001 et l'inscription dans la branche sport dans les BP JEPS, l'alternance est devenue obligatoire. Il n'y a pas de dispositif possible sans ça. Et donc la réalité du quotidien, c'est qu'on est passé d'un dispositif où on avait à disposition, on va dire, les stagiaires 1200 heures en centre, et puis très souvent, ça se traduisait par un stage d'application en milieu, dans le meilleur des cas, ou en fin de formation en centre, qui comprenait aussi le TC. Donc on avait des gros volumes en centre et très peu de volume en entreprise. Et là on arrive par exemple nous dans le dispositif BP Kite que je vais prendre pour exemple à un dispositif de formation initiale où les stagiaires sont présents 840 heures en centre et 665 en entreprise. Quand on regarde un petit peu, que je discute avec les autres coordonnateurs de formation, il s'avère que sur ce niveau 4, on arrive quasiment entre 40 et 60% de la formation qui se retrouve déléguée à l'entreprise. Et donc forcément, ça interroge nos pratiques initiales. Florence l'a dit hier, ne serait-ce que sur l'évaluation, il y a des choses qui ont bougé, mais sur le dispositif et sur l'ingénierie, bien entendu, il y a un impact aussi assez fort. Alors, la commission, la Convention collective nationale du sport prévoit pourtant quelque chose, alors c'est déjà bien, c'est-à-dire que les employeurs sont soumis à obligation de préparation ou formation et à une valorisation du tuteur. Dans les faits, en tout cas au contact des tuteurs, il s'avère que ce n'est pas vraiment le cas. Donc on peut supposer que si c'est toujours obligatoire, c'est pas forcément encore quelque chose d'inscrit dans les préoccupations des employeurs et de la branche sport. Alors concrètement, comment je l'ai vécu, c'est que l'impact direct, c'est que je considère qu'on est tous formateurs. Si je délègue à 40 ou 60% mon temps disponible pour arriver à faire un professionnel de l'encadrement sportif, à l'entreprise, ça veut dire que le formateur en entreprise, il est aussi compétent que moi pour arriver à faire ce qu'on faisait avant, à moins de penser qu'avant c'était des heures perdues et qu'il faut absolument les gagner dans les centres de formation. Ça c'est le premier impact. Le deuxième, c'est qu'en termes de diagnostic, pour avoir fait depuis que je suis ici, mais aussi avant, beaucoup d'accompagnement à la fonction tutorale, parce que ça se faisait, ça se fait depuis longtemps, c'est pas nouveau, ça date pas de 2001. On peut noter une certaine impuissance du tuteur sur le cœur de métier, c'est-à-dire sur l'intervention à la formation pédagogique, puisque je vais centrer essentiellement mon propos sur l'apprentissage de l'enseignement. Et puis dans le diagnostic que je faisais, c'est qu'en fait, on faisait subir aux tuteurs ce que nous-mêmes on contestait dans leur pratique en tant que formateurs, c'est-à-dire que ce qui se passe très souvent, c'est qu'on fait une petite formation ou pré-information du tuteur avant le début du dispositif, en tout cas avant qu'ils aillent en entreprise. Puis une fois que le stagiaire est en entreprise, le tuteur il se débrouille. C'est-à-dire que dans les dispositifs de suivi, il y a effectivement des coups de téléphone, il y a, on mettait en place un bilan de fin de saison, mais concrètement sur la formation à la fonction, le centre de formation, on a un peu tendance à faire ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire d'accueillir l'apprenti, d'être très présent sur le début de la formation, et puis ensuite de le laisser travailler. Alors ça, forcément, ça m'a interrogé. Donc cette histoire de miroir, vous allez voir, elle est assez importante. Alors, le propos que j'ai tenu dans mon diagnostic, c'est de me dire, si l'alternance, elle est si intéressante que ça dans la formation des enseignants et des BP, pourquoi ne le serait-elle pas dans la formation des tuteurs eux-mêmes ? Ne serait-ce que pour vivre de l'intérieur un dispositif qu'ils vont devoir animer. Alors j'ai saisi pour cela une opportunité qui est celle de l'arrivée du DEJEPS dans notre champ jeunesse et sport, puisque pour la première fois, en tout cas, est identifiée la compétence à mener des actions
de tutorat pour certaines spécialités ou de formation pour d'autres. Hein, c'est assez flou selon les mentions. Et donc au sein de l'UC3, qui est un peu l'UC3 où on trouve la capacité à entraîner, enseigner, former, j'avais une opportunité de dire que, puisque c'est un dispositif et qu'il est forcément en alternance, ce DEJ-EPS, les gens qui s'inscrivent dans ce dispositif, en ce qui concerne leur formation aux actions de tutorat, je vais pouvoir utiliser l'alternance. Alors, dans la démarche, une fois le diagnostic, mon diagnostic posé par rapport à mon vécu, je me suis dit qu'il était temps de revenir voir de près l'activité du tuteur en situation, avant même de proposer un dispositif un petit peu dans la même démarche que celle que nous a présentée Patrick hier sur l'executive master, où on va voir un petit peu plus de près ce qui se passe et les besoins des gens que l'on a formés avant de proposer quoi que ce soit. Etc. Toi, comment tu ressens le truc toi, pour fabriquer ta séance derrière Moi, c'est qu'on a perdu énormément de temps. Voilà. Ok. Voilà. Après, voilà, là, une grosse perte de temps qui est énervante. Ok. Parce que déjà, c'est une séance courte. D'accord. Voilà, là, je vais le remorquer. Donc l'idée, du coup, à ton avis, qu'est-ce qui est important pour au moins le souvenir des enfants et ce que tu peux essayer d'amener dans la séance? Qu'est-ce que tu penses qu'il est primordial de faire là? Les lâcher, les laisser naviguer et de leur donner de les laisser tout seuls en autonomie, je pense, avec 2-3 consignes de direction pour qu'ils puissent s'épanouir tranquillement. D'accord. Donc, est-ce que en termes de remorquage, l'idée, est-ce que tu penses qu'il faut les lâcher très tôt? Il faut attendre un petit peu? Les lâcher assez tôt. J'ai bien voulu les lâcher assez tôt, mais après la zone de navigation est quand même assez encombrée. Ouais. Voilà, il y aurait eu personne qui les aurait déjà lâchés. D'accord. Voilà. Et si tu les lâches, est-ce que tu penses qu'est-ce qui va se passer? Tu serais capable d'anticiper si tu les lâches trop tôt là, qu'est-ce qui risque de se passer? Si les lâche tout de suite trop tôt, je vais les orienter par rapport au vent, donc je vais leur donner un point de référence. Voilà. Okay, donc on peut quand même encore jouer sur le tourner dos au vent et face au vent, je pense qu'on peut encore tourner sur ça, oui. Par contre, je te donnerai l'avis, c'est quand même plutôt de remonter au vent pour qu'on puisse descendre tranquillement et remonter, les mettre en avant de la navigation maximum. D'accord. 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 Parce que, et par contre, chez les gamins, là, toi, pour toi, est-ce que tu crois que toi, ce que tu as ressenti, eux, ils l'ont ressenti de la même façon? C'est un moment. Non. Ok. Moi aussi, je pense que c'est mon avis, c'est que c'est pas un moment qui est dramatique pour les enfants. Non, non, c'est pas un moment dramatique. Voilà. Bon, après, on est quand même là pour leur enseigner la voile. On a perdu suffisamment de temps. D'accord. Voilà. Voilà, alors, ce petit extrait vous permet de mesurer, pour ceux qui l'ont oublié, la complexité en l'espace de 2 minutes, l'ensemble des champs que peut couvrir un tuteur entre rassurer son stagiaire sur ce qui vient de se passer, qui est un moment un peu difficile pour le stagiaire, puisqu'il a cafouillé dans son remorquage, ce qui est tout à fait naturel en début de formation, mais aussi lui donner des moyens de pouvoir faire réussir sa situation en leur demandant d'aller au vent, parce que s'il les lâche là maintenant, ça va très mal se passer aussi. Donc une espèce de guidage pour essayer d'y voir clair, puis en même temps se préoccuper de qu'est-ce qui lui paraît important, d'essayer d'avoir accès un peu à son activité dans ce moment qui est un peu un moment clé pendant la séance avec des publics. Alors c'est un moment choisi, mais il y a en fait, quand on étudie un peu ce que font les tuteurs, et c'est ce qu'ils nous disent, dans l'activité où ils ont des tensions assez fortes entre le travail et l'action de formation, ils passent quasiment 80% de leur temps de formation auprès du BP apprenti à faire du débriefing. C'est-à-dire que soit ils sont présents mais ils n'osent pas intervenir, soit ils sont absents, ils regardent de loin si ça fonctionne, si la sécurité est assurée, de loin, et puis après, le gros du travail, c'est le débriefing, parce qu'en fait, c'est le seul temps disponible qu'on arrive à arracher à sa journée de travail. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de tordre le cou à cette idée qu'il faut faire, et puis après analyser le faire pour forcément progresser, alors qu'en fait, en faisant avec, on peut aussi obtenir de bons résultats. Alors, j'ai cherché un peu, je me suis appuyé sur le travail d'un collègue qui travaille au CREPS de Wattignies, qui a essayé de typifier les comportements du tuteur. Donc ils en ont trouvé 5 dans l'équipe pédagogique de SCREPS. Alors je les passe rapidement, prescripteur, passif, démonstrateur, contrôleur, réflexif.
je me suis dit que c'était éclairant, mais en même temps, c'était un peu, dans leur façon d'aborder, c'était hiérarchisé. C'est-à-dire que le bon tuteur, c'était le tuteur réflexif. Alors, je comprends bien l'intention. Par contre, ça m'aidait pas beaucoup, moi, pour me dire, oui, mais quel bon tuteur pour quel bon stagiaire, en fait. Puisque ce qui est de compliqué, c'est le fonctionnement de la diade, hein, c'est-à-dire la compréhension de l'activité et de ce qui se joue dans le moment de formation et d'accompagnement. Donc, je suis repartie à la pêche, enfin en tout cas aux informations. Alors les informations, je me suis contentée d'aller filmer l'ensemble de séquences. Alors en voile, en surf, en kite, où on voit la préparation de séance, l'accompagnement et l'analyse de cette situation. Ce qui fait déjà 3 heures ou 4 heures d'études pratiques qui révèlent beaucoup de choses. Alors, on va voir un peu quel type de tensions peuvent vivre nos tuteurs. Je suis en train de m'énerver parce que, enfin, c'est pas que je suis en train de m'énerver, c'est que je me demande, tu vois, d'accord, machin, je suis là en train de regarder comment j'allais lui faire. Il m'agace presque déjà parce que, voilà, je le sens dans ses attentes. Que tu vois ouais, mais il manque le petit exercice qui revient pour juste 10 minutes, tu vois, on n'est pas sur le fond, quoi. Il a vachement d'attentes de forme, tu vois, d'exercice, de trucs, tu vois, de bonnes recettes de grand-mère, machin, juste. Alors on a besoin, hein, je dis pas qu'on en a pas besoin, mais voilà, pour qu'on. Et je me demande à ce moment-là combien mon discours précédent a été compris, si tu veux, ou pas compris. Là, tu penses. Ouais, là, je me dis ça. S'il me dit ça, est-ce que ce qu'on vient de passer un quart d'heure à expliquer, est-ce que c'est pas en contradiction avec ce qu'on vient de se dire, quoi? Est-ce que juste cette phrase-là qui me lâche, là, à un moment, on me dit, tu vois, est-ce que c'est pas en train... Est-ce que ça veut dire... Ça me permet d'évaluer... Enfin, je prends ça pour un signe évaluateur de la compréhension, enfin, de la compréhension, en tout cas. Tout ce que tu viens de faire. Voilà. Et là... Là, je suis un peu démuni, quoi. Je me dis, bon, j'essaye de laisser. Tu te sens énervé? Je me sens un peu pas énervé, mais tu vois, j'essaye d'aller chercher, tu vois, je regarde un peu dans le vague, je regarde pas forcément, tu vois, je vais chercher en haut un peu de. Alors attends, comment je pourrais faire? Ouais, tu vois, là, je suis. En pleine. Des vraies questions professionnelles, hein, c'est là dans l'action, comment je peux faire? Alors, on avait travaillé avec, surtout André d'ailleurs, hein, la typification des dilemmes que rencontrent les tuteurs. Donc très rapidement, je les rappelle aussi, ça a fait l'objet d'un article qui s'appelle « Tuteur, un travail d'équilibriste », où il y avait déjà cette notion, hein, de gestion des dilemmes, et donc de centrer la formation sur l'aide à la résolution de ces dilemmes, plutôt que de parler de manière générique ou même de vouloir formater sur de bonnes pratiques. Commençons déjà par aller les aider à résoudre des dilemmes qui sont récurrents quand on fait de la formation régulière de tuteurs, on les reconnaît assez rapidement. Donc le premier, hein, c'était d'arriver à la première tension, c'était de rendre le travail formateur, c'est-à-dire de pouvoir à la fois transmettre son savoir, mais aussi aider à se transformer, hein. Et là, on voit bien sur l'histoire de l'exercice, donne-moi ton exercice pour finir les 10 minutes de séance, et puis le tuteur qui est sur autre chose, hein, c'est-à-dire qu'il aimerait bien aller un peu plus loin. Respecter le rythme d'apprentissage, mais aussi ne pas perdre de temps, se centrer sur l'apprentissage, mais aussi sur celui des pratiquants qui sont en responsabilité du BP. Donc voilà autant de dilemmes que doit résoudre le tuteur. Alors, cette histoire de dilemme, elle m'a pas mal, elle aide beaucoup quand on a les tuteurs avec nous pour essayer d'aller avec eux dans l'accompagnement à cette fonction. Mais par contre, je me suis rendu compte que selon les tuteurs, et là je rejoins un peu ce que Fabien a essayé de faire sur la typologie des formes de tuteurs, les préoccupations sont pas tout à fait identiques. C'est-à-dire que dans l'action, ce sur quoi ils se centrent n'est pas toujours pour un même tuteur au même moment, c'est pas toujours la même type de préoccupation qu'ils rencontrent. Et puis entre plusieurs tuteurs, ils ont aussi des différences. Tu vois, moi j'ai une activité en même temps et je me dis, mais merde, est-ce que il y a le décalage entre sur sa zone d'apprentissage à Pierre, sur ce qu'il doit lui apprendre, est-ce que le décalage est bon, quoi? Est-ce que ce que je lui demande
ça va le faire, c'est en adéquation avec le maximum de progression possible, si tu veux. Parce que, tu sais, Ça, c'est l'activité que tu mènes, c'est-à-dire que toi, tu es en train de te dire... Parce que j'ai deux activités, j'écoute vraiment ce qu'il veut faire, etc. Puis en même temps, moi, je cherche à le faire progresser et à lui donner la charge de travail la plus optimum par rapport à sa capacité, à ses capacités du moment T. Et le décalage, là, je me rends compte qu'il est comme ça, alors qu'il faudrait qu'il soit juste, tu vois, pour être dans le meilleur apprentissage possible, qu'on ait juste un peu le décalage. C'est-à-dire, alors le meilleur apprentissage possible, ça serait quoi, là, dans le cas de Pierre? Bah, au fait... Qu'est-ce que tu as là dans la tête quand tu me dis ça? Bah, c'est qu'au fait, moi, il faudrait une co-construction à ce moment-là de la séance, vraiment. Mais tu vois, plus contractualisé dès le démarrage, quoi. Et je me suis un peu bourré, pas un peu, même complètement, quoi. Et du coup, je lui ai fixé des objectifs comme ça, alors qu'il en était là, quoi. Donc, il y a une montagne à gravir, alors qu'il faudrait qu'il y ait un palier qui soit juste tolérable, quoi, tu vois. Et c'est ce qui permet le meilleur apprentissage possible, quoi. Cet écart maximum, mais à la fois minime. La tâche que tu lui as donnée, ouais. Faire l'ensemble de la séance, c'est trop dur. Ouais. Là, tu te rends compte que... Voilà. Même dans un seul exercice... Il se noie, ouais. Il se noie. Donc, à ce moment-là, tu dis, toute la séance, alors que je suis en train de répondre à déjà le premier... Ouais. La mise en place d'un seul exercice, voilà. D'une seule situation, voilà. C'est déjà difficile. Là, c'est... Voilà, donc il y a un gros décalage, quoi. Et donc c'est pas dans l'enseignement, dans l'apprentissage, il est beaucoup trop... C'est comme si je demandais à un gamin de tout faire dès le démarrage, de faire la sortie du port en le voyant pour commencer, alors que il a jamais navigué, quoi. Et donc du coup, il y a pas pour moi, c'est pas le meilleur. Enfin, ce décalage est beaucoup trop important et il permet pas l'apprentissage réel, enfin, efficace de Pierre. Alors en fait, au début, j'étais partie sur cette notion de préoccupation. Et puis je me suis aperçue qu'en discutant avec les tuteurs, ou même quand je demandais ça, parce que j'ai fait le même travail avec les apprentis, filmer leurs séances et donc essayer de voir sur quoi ils sont préoccupés. Et c'est toujours un peu perçu de manière péjorative. Donc j'ai cherché, le terme de centration me paraissait plus neutre déjà dans la terminologie, et puis parce que c'est un peu ce qui sert de guide ou de hier, pour si on regarde ça comme ça. Et là, par exemple, on a un tuteur qui est centré sur l'activité réelle et la progression de l'apprenti, c'est-à-dire que lui, il essaye de comprendre et d'accompagner. Il parle de cette histoire de décalage optimal. Il est concentré à ce moment-là sur l'apprentissage de son moniteur. On a d'autres tuteurs, mais ça peut être le même à un autre moment. C'est ça qui est intéressant dans cette typification, c'est que y en a qui sont centrés essentiellement sur la qualité produit. Et donc, ce qui doit réussir, c'est pas la centration pendant la séquence où ils accompagnent le BP, c'est la qualité du produit vendu aux pratiquants, parce que dans le cas, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire la séance coûte cher, il faut que ça réussisse. Et donc, pour le coup, on se retrouve avec un tuteur un peu marionnettiste qui téléguide tellement l'action pour que ça réussisse que c'est ce qui occupe toute sa pensée pendant la séance. On a un autre type de tuteur qui va être, c'est celui qui dit, moi, je n'interviens pas, j'observe. Et alors lui, comme il observe, il se dit, je vais essayer de noter toutes les caractéristiques. Donc ça s'est passé à telle heure, ça s'est passé comme ça, ce pratiquant, il a fait ça, de façon à pouvoir, lors du débriefing, pouvoir donner une image au moniteur de ce qui se passe. Or, j'ai envie de dire, de manière un peu caricaturale, aujourd'hui, il y a la vidéo, et ça serait peut-être plus efficace que de tout passer au travers du filtre des yeux du tuteur, alors qu'on a l'outil permettant de manière facile d'accessibilité. Mais voilà, donc, ça m'a aussi aidé à voir un peu comment fonctionnaient les tuteurs pour avancer sur quelle formation pour eux. Alors, on arrive à leur deuxième tension, et ça introduit un peu la vidéo que je viens de vous montrer, c'est qu'en fait, il faut arriver pour eux à former, mais il faut aussi arriver à laisser le stagiaire se former tout seul. C'est-à-dire qu'on donner, mais en même temps pas trop, parce que le processus, il appartient au stagiaire, pas au tuteur. Donc encore un peu de cinéma.
Ouais, et donc je suis pas convaincu, quoi. Enfin, toi, je pars sur l'eau. Voilà, j'ai décidé que c'était comme ça, que à un moment, il fallait bien qu'il y ait une première séance, que les conditions, et puis c'est surtout ce qui me décide, c'est les conditions, quoi, les conditions météo du jour, quoi. Je me décide que de toute façon, voilà, il n'y a pas de risque. Voilà. Après, il y a l'apprentissage des gamins quand même qui est en jeu. Je suis assez serein ce premier jour-là en me disant qu'ils vont pas apprendre grand-chose. Alors en même temps, je suis en contradiction avec ce que j'ai dit, qu'il fallait, tu vois. Donc c'est ce dilemme, le curseur, quoi. Le curseur tolérable de l'apprentissage minimum, quoi. Mais en même temps, je veux mettre Pierre tout de suite dans l'action. Voilà, dans la responsabilité et dans l'action, pour que ça soit acquis pour notre travail à long terme, que voilà, il se soit mis à poil et puis qu'on ait vu que ça a foiré ensemble et voilà, c'est pas grave. Je sais que à ce moment-là, je suis quand même assez réaliste que la séance ne va pas forcément se dérouler de manière très limpide, quoi. Et le fait que tu ne comprennes pas, tu comprends rien à ces exercices-là. Ouais. C'est pas du tout ce qu'il va faire. Ouais. Mais en même temps, ça... Tu te dis, je vais quand même. Mais je vais savoir, donc tu vas le faire. Je dis. Mon intention est de dire, peut-être que j'ai rien compris, mais peut-être que ça va être, c'est tellement limpide, il va, dans un langage de gamin, il va réussir à expliquer ça, et ça va, c'est peut-être que, je me dis, peut-être que je suis complètement hors circuit, et que, en fait, sur l'animation, il sait très bien faire, et qu'avec les gamins, il va s'entendre à merveille, et que les gamins vont tout de suite percuter, et que c'est moi qui, puis, sinon, au moins, on va voir, de quoi il en est question, et de voir pourquoi, les causes de ça. Donc la préparation de séance, quelque part, tu n'as pas pu lui répondre, ouais. Mais tu fais confiance à voilà. la vie de la séance. À la vie de la séance, je me dis, bon... Donc là, tu es en lien déjà avec ce qui va se passer sur l'eau, c'est-à-dire que ton accompagnement, là, à ce moment-là, même s'il n'est pas comme tu le souhaites, et que tu es un peu perdu parce que tu as l'impression que le décalage il est énorme, tu dis, bon, mais suite au prochain épisode, voilà. Tu pars de l'avant. Voilà, on fonce ensemble parce que c'est quand même la première séance qu'on va faire ensemble. Voilà, donc ça, c'est encore un autre type de dilemme qu'ils ont à résoudre entre former et laisser l'apprenti se former. Là, on voit bien le tuteur qui a décidé de laisser essayer l'apprenti. Il est plutôt confiant sur la façon dont il pourra réguler. Mais en tout cas, là, puisque c'est que la préparation, il fait ce choix-là et il fonce là-dedans. Il sait toujours qu'il pourra réguler. Alors à quel moment, comment, ça c'est encore une autre histoire. C'est celle qui se déroulera pendant la séance. D'autres types de dilemmes, c'est qu'il faut arriver à aider dans l'action, mais en même temps, en aidant, c'est ça que craignent les gens qui disent « moi, je n'interviens pas », il ne faut pas détruire les intentions et les premières tentatives. Puisque là, c'est pour le coup, à force d'aider et de faire, on se retrouve dans la position du marionnettiste et surtout avec un stagiaire qui dit « de toute façon, j'attends qu'il me dise ce qu'il faut faire parce que dès que je fais un truc, c'est lui qui finit par le faire à ma place ». Laisser naître un style pédagogique, mais aussi lui imposer les certitudes qu'on a de son expérience. Ça, c'est assez subtil aussi comme choix à faire. Et puis, l'évaluation, bien entendu. Accepter d'évaluer, c'est pas toujours facile quand on a décidé de s'inscrire dans un processus de formation avec quelqu'un. Voilà autant de tensions de dilemmes qu'il y a aussi à résoudre et que je viens d'illustrer. Alors, au final... de revenir un peu dans l'étude fine de la fonction de tuteur, ça m'a permis de me reposer quelles sont en fait les grandes thématiques, ou en tout cas ce que je dois ambitionner dans une formation qui serait dédiée aux tuteurs et une formation en alternance, c'est de leur donner les moyens de comprendre l'activité des apprentis. On va le voir juste un petit peu plus loin. Je constitue une banque de données de l'activité de moniteur apprenti dans 3 activités nautiques qui me servent énormément pendant les formations de tuteurs, puisque c'est pas la peine d'avoir des grands discours. Des fois, des petites séquences vidéo permettent de bien illustrer ce qu'on a oublié soi-même en tant que pratiquant expert de l'enseignement, c'est les préoccupations ou les centrations qu'on peut avoir quand on débute une activité aussi complexe que l'enseignement d'une activité nautique avec un milieu d'incertitude, de risque, tout ce qu'on nous a présenté hier. La deuxième chose qui me paraissait importante, mais ça en même temps, pour moi, c'est quasiment un postulat acquis, même si dans certains dispositifs on aurait pu revenir, c'est la maîtrise des contenus relatifs à son activité sportive,
c'est-à-dire tout ce qui touche un peu à la didactique hein, de l'activité, et la maîtrise de son enseignement. Devenir tuteur alors qu'on vient juste d'être certifié soi-même enseignant, ça me paraît bien compliqué quand même. Hein. Même si certains qui ont d'autres expériences que celles du diplôme auquel ils se forment sont déjà armés pour cela. Troisième point qui me paraissait important, c'était de posséder des techniques d'accompagnement. Et donc les moments de formation des tuteurs doivent être consacrés à la manipulation d'outils pratiques et pour acquérir des techniques. Hein, si former, c'est une fonction à part entière, ben, enseigner, il y a des techniques, former, il y a des techniques, etc. Et puis, quatrième point, c'était important de comprendre les enjeux identitaires de la formation d'un adulte, considérant que les tuteurs sont des passeurs dans la communauté de pratique des enseignants, hein, et donc les gens que l'on veut bien reconnaître comme étant de sa communauté, ils ont un rôle important à jouer là-dessus, et les enquêtes hein, qui avaient été faites initialement sur le BP l'ont démontré, c'est presque plus important, on va dire, que la pédagogie, parfois, ce qui se joue dans cette diade et dans cette situation en entreprise pour le BP. Alors, des exemples hein, d'outils que j'utilise, donc comprendre l'activité de l'apprenti, sur un des points bon, qui peuvent faire je cours quand même. J'essaie de me détendre en disant des... Tu te sens... Tu dis j'essaye de me détendre. Tu Bah, te sens tendu? Comment tu te sens là? Déjà, je me sens observé, vachement. Alors oui, Par en plus des gens qui doivent me dire si j'aurai ou pas mon diplôme. ça Donc, tu bah es ouais, dans parce ce que sentiment toujours? Ouais, je pense que je prends pas les mêmes risques quand D'accord. ils sont là et quand ils sont pas là. Dans une certaine mesure, hein, parce que il y a des choses que je fais en plus quand ils sont... que je fais en plus. Ah ouais, il y a certaines sécurités que je prends en plus quand ils sont pas là. Et inversement, je sais pas, en fait, j'attends leur réaction, à voir sur leur visage s'il y a un truc qui me dit non, là, il faut pas faire ça, ou pourquoi pas. Ou... Tu utilises ça, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose, tu regardes le visage du formateur. Ouais, j'essaye de regarder pour décoder. ça. Pour savoir si je fais une mauvaise route ou pas. Et je sais pas si c'est une bonne idée, parce que ça se trouve, je lis n'importe quoi après. Enfin, j'essaye, quoi, toujours. Là, alors à tous ceux qui disent que la présence du tuteur, même s'il dit rien, ne fait rien, c'est assez facile avec un outil pareil de commencer à engager le débat sur quel est l'impact de ma présence quand je suis près du BP et comment je peux faire pour désarmer ce type d'attitude qui va être totalement contre-productive en termes d'engagement dans la formation et dans l'apprentissage. Hein. S'il pense qu'il a une épée de Damoclès en permanence, vous imaginez bien que la relation de confiance et l'engagement dans le travail de formation va être compliqué. Apprendre des techniques. Voilà, ben là je prends l'exemple du débriefing. À toi la parole. Je moi la parole. D'accord. Bah, on va commencer par le début. Ouais, en termes d'organisation, peut-être qu'on n'est pas obligé de reprendre pareil chronologiquement. Non, mais à moins que ça soit un souhait de ta part. ça. À moins que ça soit un souhait de ta part, on peut reprendre quelques périodes chronologiques. Ouais. Ou sinon, moi je te propose, voilà, il y a un moment clé, un moment où il se passe des choses, un moment où tu penses que ça a une incidence sur d'autres choses, tu vois. Un point fort ou deux points forts, un moment clé dans la séance qui te dit tiens, là, au fait, il se passe un truc et du coup, ça a un impact sur d'autres choses. Et, je sais pas, à toi de me dire. Rien qu'au début, déjà, le fait que je laisse partir, que j'arrive pas à exploiter la situation pédagogiquement parlant, donc du coup, je suis obligé. Voilà pour les techniques. Après, bon, poser des questions efficaces, je vais passer assez vite là-dessus parce qu'il me reste 2 minutes. Donc c'est bien beau de leur dire d'intervenir pendant, mais il faut aussi leur donner des outils pour intervenir de façon à aider le moniteur à faire un diagnostic, mais aussi lui donner des possibilités d'agir sans effectivement complètement bousiller ses intentions et son activité. Donc on travaille un petit peu sur ce questionnement. Alors voilà concrètement à quoi je suis arrivé aujourd'hui. Alors j'ai l'avantage de pouvoir tester sur un dispositif concret qui est le DE Kitesurf, puisqu'ils ne sont pas nombreux. Et donc, ça me laisse un peu de temps avant même de vouloir étendre ça plus loin. Donc, cette année, on arrive à... Donc, on a un premier bloc de 24 heures en centre où c'est un regroupement où il y a à la fois les DE, mais à la fois aussi tous les gens qui veulent devenir tuteurs,
puisque pour le moment, hein, c'est des BP expérimentés qui sont tuteurs dans le dispositif Kite, avec, dans cette période-là, une période où les stagiaires DE, sur la fonction tutorale, vont accompagner, parce qu'on a la chance aussi d'avoir les BP, vont tutorer un BP qui va lui-même encadrer des publics. Et moi, je me rajoute là-dessus pour venir aider le tuteur à intervenir sur le BP. Donc c'est une situation pratique, en fait, en centre, qui ressemble, bien entendu, à un accompagnement qui ressemble à l'accompagnement que je souhaite effectivement essayer de promouvoir dans leur intervention auprès du BP. Je ne sais pas si j'ai été très claire, hein, ça fait un peu poupée russe mon truc là, mais vous inquiétez pas, ça marche bien. Ça leur permet en fait de mobiliser les outils, les techniques, et puis de pouvoir ensuite débriefer avec eux sur la pertinence, les difficultés qu'ils ont eues par rapport aux outils et tout. On a un bloc de 70 heures, je fais vite, hein, parce que l'exercice que j'ai imposé à tous les autres, je vais me le faire. 70 heures en entreprise où en fait il va y avoir une collecte de vidéos et un entretien téléphonique. Pour qu'ils reviennent ensuite, alors les vidéos c'est facile, hein, parce qu'avec toutes les petites GoPro et tout ça, donc ils mettent ça sur leur casque ou sur leur bras, et ça permet d'avoir des images de leur activité de tuteur quand ils préparent la séance. Donc je leur ai fait la commande, hein, préparation de séance, conduite de la séance et débriefing de la même séance, de façon à ce que quand ils reviennent les 20 heures en centre, on puisse travailler sur cette expérience au travers des vidéos, soit de manière individuelle, alors c'est un peu au choix, hein, par des entretiens d'autoconfrontation, soit de manière collective s'ils acceptent de donner leur image. Voilà. Après, ils ont une séance L'été, ils enchaînent. Il y a 2 visites en entreprise, une sur le PEDA, une sur le certificatif. Ils reviennent de nouveau en centre, on débriefe la saison et on revient sur ces moments-là. Et il y a un regroupement collectif de la communauté de pratique des tuteurs qui regroupe tout le monde, y compris les DE, en novembre. Voilà. Donc le dispositif testé cette année sur 1 ou 2 stagiaires, et en espérant que le bilan permettra d'envisager mieux. Voilà, merci.